Please, as you take your seat, try to regroup in the middle. Alors, s'il vous plaît, prenez place. Installez-vous, essayez d'aller vers le centre des rangées. Please take your seat so that we can start now. Alors, s'il vous plaît, prenez place afin And que nous try to puissions regroup in the démarrer. middle. Okay, now we should start. Welcome again. Alors, nous allons And, démarrer. So Bienvenue à part one nouveau. of this day- the part, two of these days is child protection pathways Alors, beyond nous allons medical care. parler des Please, Anya, moyens come. de protéger les enfants au-delà des soins médicaux. C'est le sujet de cette deuxième partie. Yes. So the next presenter is Alors, Séverine Courtiol. nous allons maintenant écouter Séverine Séverine Courtiol. works with the MSF Séverine in the Nigeria mission travaille as advocacy manager. au Nigeria en And, tant she que will manager present, plaidoyer. child protection in MSF project, Et elle va with the nous perspective of parler the, de ce que Nigeria mission. MSF fait au Nigeria dans le cadre d'un de ses projets de protection de l'enfance. Bien, merci à tous. I need the thing to change the. I don't know which. This? Okay. And here? Back and forth. Okay. Okay, thank you very much. So I'm very pleased to be here to share with you our experience on child protection. Alors, je vais vous parler de notre expérience en matière de programmation de protection de l'enfance au Nigeria. J'aimerais tout d'abord vous présenter le contexte au Nigeria. Il y a un conflit interne en cours dans le nord-est du pays, et ce depuis 2009. Led to the death of more than 20,000 people. Il y a eu plus de 2 millions de personnes déplacées The population in part of Borno State, the most affected area et in the conflict. il y a Remain inside notamment des grands problèmes dans les villes de garnison. Il y a des villages, des petites villes qui sont contrôlées par l'armée et d'autres régions qui sont contrôlées par d'autres groupes de population. La population dépend de l'aide humanitaire pour l'alimentation, pour toutes sortes de choses. Nous avons également remarqué que dans ces villes garnisons, eh bien, il y a une forte présence de forces militaires, de forces de sécurité, et nous avons ces personnes déplacées, vulnérables, les communautés locales vulnérables, et entre les deux, il n'y a plus aucune autorité civile. Pas de services, pas d'hôpitaux, pas de services d'éducation. On manque également d'acteurs humanitaires. La plupart d'entre eux restent dans la capitale. Alors, un grand nombre de problèmes de protection dans ces villes garnisons. Alors, ça va des mineurs non accompagnés, des sévices sexuels, etc. Donc, la réponse MSF, nous avons une réponse forte, primaire, secondaire, chirurgie d'urgence. Nous avons également l'engagement communautaire, la surveillance afin de voir ce qui se passe au sein de la communauté. Nous fournissons également des kits aux nouveaux arrivants concernant les interventions non alimentaires. Et
Nous avons également des activités de protection que je vais présenter plus en détail et il y a une forte composante plaidoyer également. Donc nous avons commencé à participer à ces efforts de protection dans le cadre d'un projet pilote suite à la visite d'un consultant en juin 2017. Elle a rédigé un rapport de 20 pages qui parle énormément de ces questions de protection et du fait que c'est un problème qu'il n'y ait pas d'acteurs sur place pour se charger de la question. Les équipes étaient assez démunies, surtout les équipes santé mentale. Elles ne savaient pas comment faire avancer les choses, comment traiter les cas qu'elles recevaient. Il y a aussi des cas de détention, parce que c'est ainsi un environnement antiterroriste. Il y a beaucoup de soupçons. Tout homme qui entre dans la ville est suspecté d'être un combattant et il peut être emprisonné, y compris les enfants. Et il reste emprisonné pendant quelques heures. Cela peut aller jusqu'à plusieurs mois. Alors, nous avons également un grand nombre d'enfants et de femmes. 85% des personnes déplacées en interne sont des femmes et enfants. Et elles ont très peur d'entrer dans ces villes garnisons. Nous avons donc décidé qu'il était important de développer notre plaidoyer parce qu'on manque énormément d'abris, de nourriture, d'assainissement, de protection bien entendu. Et nous sommes les seuls à être présents de façon permanente car nous avons du personnel national et international sur site. Alors, comment est-ce que la protection est organisée au sein de la mission? Nous avons une équipe dédiée avec un manager de plaidoyer, moi-même. Nous avons aussi un HAO national et nous avons également un travailleur social sur le terrain ainsi que des conseillers protection et quelqu'un qui est responsable de la base. Nous avons des ressources RH et le reste du personnel, le reste de l'équipe est extrêmement briefé, y compris les conseillers de terrain. Donc nous enregistrons les gens lorsqu'ils arrivent sur place pour comprendre d'où ils viennent, quels sont les besoins. Nous avons également un système pour signaler particulièrement les personnes plus vulnérables, alors des personnes âgées par exemple, ou des adolescents qui souffrent de violences sexuelles et les mineurs non accompagnés. Nous avons un suivi des cas que nous avons identifiés. Je vous montre un exemple tout à l'heure. Et nous sommes en liaison avec d'autres acteurs chargés de la protection afin qu'ils soient eux aussi conscients de la situation, afin qu'ils puissent aussi fournir un soutien. Nous utilisons ces données pour nos travaux de plaidoyer et de lobbying vis-à-vis des donateurs et des gouvernements, entre autres. Un exemple. À Gossa, 2 garçons âgés de 9 et 11 ans. Ils venaient d'une zone de groupes armés non étatiques, mais sans leur famille. Et tous les deux ont été emprisonnés. Ils ont donc été emprisonnés avec des adultes. Les conditions de santé étaient relativement bonnes, peut-être quelques maladies de la peau. Ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours parce qu'ils se cachaient. Pas de famille, pas de personnes connues à Gwaza. Alors, ils ne venaient pas non plus du même groupe ethnique et l'armée déclarait qu'ils les maintenaient en détention pour leur propre sécurité parce qu'ils étaient non accompagnés. C'est également l'époque de Noël. Donc, le seul acteur local qui s'occupait des enfants séparés était absent. Comment avons-nous pris en charge ce cas? Eh bien, nous étions présents lorsqu'ils sont arrivés. Dès la première minute, nous avons pu les rencontrer, nous avons pu identifier leur cas, nous avons pu leur fournir de la nourriture, des vêtements. Nous avons commencé à discuter avec les militaires afin qu'ils soient libérés le plus rapidement possible. Et en même temps, nous avons informé l'UNICEF, Mia Gigori, de la capitale de Borno, leur a dit c'est un cas signalé, drapeau rouge, non accompagné, en détention. Donc l'UNICEF était très heureux d'avoir d'informations depuis le terrain parce que comme ils ne sont pas présents, souvent ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils ont dédié une équipe pour pouvoir soutenir les acteurs locaux afin de venir sur place et essayer de trouver une solution pour ces enfants. Enfin, nous avons réussi à les faire libérer de détention et ils ont été hospitalisés, ce qui n'était pas une solution adéquate, mais c'était mieux que la détention. Nous les avons gardés pendant 48 heures, le temps que le partenaire UNICEF recherche des proches. Et ce n'était pas aisé. Et finalement, ils ont réussi à identifier leurs parents qui se trouvaient à Pulka. Ensuite, transfert à Pulka, c'est à 25 km environ. La route n'est pas totalement sûre, donc le transfert a été organisé. À Pulka, nous avons également une équipe MSF qui a pu prendre en charge les enfants qui sont arrivés. Ils ont été réunifiés avec leur famille. Et comme vous pouvez l'imaginer,
eh bien, il y a eu une grande fête dans le camp parce qu'ils pensaient qu'ils ne reverraient plus jamais leurs enfants. Donc ça, c'était une histoire qui a bien fini. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'était bien quand même d'avoir un exemple un peu positif, n'est-ce pas? Protection de l'enfance. Alors, pourquoi est-ce que nous pensons qu'il faut être impliqué ou au moins se pencher sur la question? Eh bien, il y a des liens entre la protection, les questions de santé, et on ne peut pas uniquement voir l'enfant à un instant T à l'hôpital. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur ces questions parce que je pense que ça a vraiment été très bien expliqué ce matin dans le cadre des différentes présentations. L'environnement, il faut comprendre d'où ces enfants viennent et ce qu'ils ont vécu. Les enfants sont des cibles. C'est notre objectif aussi, c'est-à-dire qu'on a jeune pédiatrique, ils sont souvent ils font l'objet de violences, de sévices, et ils sont également susceptibles d'être emprisonnés, et le CICR n'est pas toujours présent. Il y a un grand nombre d'enfants qui est séparé de ses parents, il y a un niveau de traumatisme élevé, et les adolescents, ça a été très bien expliqué ce matin. Eh bien, ça devrait être un groupe ciblé à part entière parce qu'ils sont exposés à la violence sexuelle, les mariages forcés, les grossesses non désirées et parfois aussi l'intégration dans des groupes armés. Alors, je vais être un peu plus rapide, désolée. Principale recommandation, donc la protection de l'enfance devrait être envisagée dès les débuts de l'intervention avec des gens sur place, une analyse sur place. Si on a les données, eh bien, on est plus fort. Et croyez-moi, lorsque je vous dis que MSF va voir l'USF, l'UNHCR avec des données concrètes sur la protection de l'enfance, eh bien, on nous écoute et on arrive à les faire agir. Mais si on n'est pas conscient du problème, on ne peut pas en parler. Donc, connaître le problème, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, nous pouvons convaincre les autres acteurs à agir à leur tour. L'UNICEF devra agir. S'il y a une violation manifeste des droits de l'enfant, l'UNICEF devra agir, nous n'aurons pas le choix. Nous devons également garantir un environnement sûr pour les enfants de nos endroits. Je ne vais pas en parler en détail parce que je crois que ça aussi, ça a été présenté en détail ce matin. Mais effectivement, nous devons être accueillants avec les enfants, les avoir à l'esprit lorsqu'on met en place des projets. Il faut comprendre les enfants, les adolescents, comprendre leur situation. Et il faut associer l'engagement communautaire avec la protection mentale. Dernière diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Parce que nos équipes, souvent, sont livrées elles-mêmes. Et c'est finalement, ça dépend de la capacité de chaque personne à réagir. Donc, il faut un état d'esprit. Je pense qu'on peut s'impliquer davantage dans la protection de l'enfant. Ça ne va pas remettre en cause ce que l'on fait par ailleurs au sein de la communauté. Donc, on doit travailler, on doit former nos équipes, y compris au niveau du siège, pour que tout le monde comprenne quelles sont les bases de la protection de l'enfance. Et il faut qu'on ait un personnel dédié. Les programmes de protection de l'enfance ne sont pas onéreux, mais ils prennent du temps. Et il faut un certain nombre de compétences quand même. Donc ça va nécessiter un petit peu d'effort. Nous avons besoin d'outils, de recommandations. Certains sont déjà en cours d'élaboration et je vous invite à aller les voir. Et il faut également définir quelles sont les limites, les choses dans lesquelles MSF ne sera jamais impliqué, afin de s'assurer que on puisse vraiment garantir la sécurité des enfants sur les sites MSF, sur le terrain, et qu'on puisse également avoir un travail de plaidoyer afin d'être plus fort lors ce qu'on ira discuter avec d'autres acteurs. Voilà, petite conclusion, je vous laisse la lire et je vous remercie de votre attention. Pas de questions tout de suite, mais on y reviendra tout à l'heure pendant la discussion de groupe. Merci Séverine. Alors, dernière présentation avant la discussion de groupe. C'est Midja Pushen qui travaille avec Save the Children. Elle est également membre de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans le cadre des actions humanitaires. Et elle va nous parler des normes minimums lorsqu'il s'agit de protection de l'enfance en contexte humanitaire. Bonjour, écoutez, c'est vraiment passionnant. Alors, moi, je suis là pour représenter l'Alliance pour la protection de l'enfance dans le cadre d'actions humanitaires. Alors,
de ce que j'ai entendu ce matin, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je revoie ma présentation parce que moi, je pensais que je parlerais à des travailleurs de santé qui finalement ne travaillaient pas nécessairement dans le secteur de la protection de l'enfance. Et en fait, vous le faites déjà énormément. Alors, bon, je me suis dit peut-être que je pourrais dessiner un cadre et vous expliquer un peu de quelle façon on définit la protection de l'enfance, comment on peut collaborer. Et je me suis dit que j'allais aussi peut-être aborder le secteur de la protection de l'enfance et les activités de protection des enfants. And just to show a little bit, just can be good to know how we organize. Alors voici comment nous sommes organisés au niveau mondial. Alors nous avons des clusters. Il y a le cluster protection et il y a 4 zones de responsabilité. L'une d'elles, c'est la protection de l'enfance. C'est comme ça que l'on coordonne les activités. Il y a la coordination des activités, gestion de l'information, donc ça c'est le mandat. Ensuite, ça ne couvre pas les contextes réfugiés. Donc nous avons également l'Alliance pour la protection de l'enfance dans les cadres humanitaires. Donc ces 2 groupes travaillent énormément en collaboration. Avant c'était un seul groupe, maintenant il y a 2 groupes. Donc l'AOR, donc le CPER est responsable de la coordination des réponses humanitaires, tandis que l'Alliance travaille plus sur les travaux de recherche plus théoriques. Alors, voici de quelle façon l'Alliance est structurée. Donc, il y a les aspects fondamentaux de l'Alliance, à savoir les normes, l'évaluation, la partie recherche, la partie formation, l'apprentissage, développement, le plaidoyer. Et ensuite, il y a des groupes de travail, des task force qui peuvent travailler sur certains sujets en particulier. Alors, la protection de l'enfance, child protection. Alors, il y a eu une réforme humanitaire et lorsqu'on a mis en place le système de cluster, il y a eu également ce groupe sur la protection de l'enfance qui a été constitué. Et on s'est dit qu'on n'avait pas vraiment de définition commune. Donc, on a toutes sortes de points de vue lorsque l'on parle de protection de l'enfance. Et les gens étaient à peu près d'accord sur les actions qui étaient réalisées, donc la violence sexuelle, peut-être les problèmes mentaux. Donc certains faisaient ça, d'autres faisaient des choses totalement différentes. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment décider quel était finalement le cadre. Et la définition sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est que la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, c'est la prévention et la réaction en cas d'abus, de négligence, d'exploitation, de violence à l'encontre d'enfants dans des environnements humanitaires. Donc c'est un sous-ensemble de la protection des enfants. Et pour ce qui est de child safeguarding, c'est-à-dire la sauvegarde des enfants, savoir préserver les enfants, ne pas leur nuire. Donc la différence, c'est pas tellement les enfants, c'est surtout savoir qui ne devrait pas faire ça en fait. Et c'est là que l'on parle vraiment de préserver les enfants. Donc je pense que l'engagement de comportement que j'ai dû signer pour venir ici, c'est un bon exemple. Bon, on peut l'améliorer un peu. Donc l'engagement numéro 4, la définition, c'est que les membres du personnel des MSF et les partenaires opérationnels ne devraient pas accepter l'abus à l'encontre d'enfants, l'exploitation, la violence à l'encontre d'enfants et ne pas avoir de relations sexuelles avec des enfants. Alors moi, je pense que voilà, ce qu'il faudrait modifier, c'est en fait, vous diluez un peu les choses en disant que d'après la Convention sur les droits de l'enfant, bon, c'est une bonne chose, mais vous parlez du fait que lorsque la Convention dit que, sauf si... donc voilà, chaque être humain en dessous de l'âge de 18 ans, sauf si, d'après la loi qui s'applique à l'enfant, l'âge de majorité est atteint plus tôt. Ça, on ne peut pas vraiment avoir ça dans notre code de conduite. Il faudrait toujours avoir cet âge de 18 ans minimum, toujours. Et pour vous montrer un exemple, voilà comment je reviens en arrière. Donc il y a le comité permanent qui a défini 6 principes principaux.
Et vous avez les 6 principales agences des Nations Unies ou ONG internationales, le consortium, il y a aussi le CICR. Alors, je ne crois pas qu'MSF en fasse partie, mais ce qu'il dit, c'est que, voilà, deuxième principe, une activité sexuelle avec les enfants, donc personnes âgées de moins de 18 ans, est interdite, quel que soit l'âge de la majorité ou l'âge du consentement localement. Et on voit également que dire que on ne connaît pas l'âge de l'enfant, ce n'est pas une bonne défense. On doit toujours savoir quel l'âge à l'enfant. Donc voilà, je vous laisse ça pour que vous y réfléchissiez. Voilà, je vous le dis. Mais c'est bien que vous ayez quand même ces principes. Et j'étais très heureuse d'avoir besoin de le signer avant de venir ici. C'était une très bonne chose. Alors pour revenir au secteur maintenant. À savoir, on essaye de renforcer l'environnement protecteur autour des enfants. Et surtout lorsque l'on parle de violence, de sévices, de négligence, entre autres. Alors, il y a un certain nombre de risques auxquels les enfants sont confrontés en situation d'urgence. Parfois, ce sont les mêmes risques que dans les pays en développement, mais parfois, ces risques sont encore plus forts, exacerbés. Et parfois, l'environnement qui est censé protéger l'enfant est affaibli. Alors, ça peut être les parents qui devraient vraiment protéger l'enfant, eh bien, ne sont peut-être plus en mesure de le faire, ou ils ne sont plus là, peut-être. Donc, les parents ne sont peut-être plus en mesure de protéger leur enfant, ils ont peut-être eux-mêmes été affectés, touchés, ou peut-être qu'ils ont disparu, soit on ne sait plus où ils sont, soit ils sont morts. Donc, pendant cette période de temps où on a élaboré les normes minimales, eh bien, on s'est dit qu'il y avait les risques et les blessures. Alors, est-ce que ça inclut les expositions aux explosifs, les mines, etc. On essaie de prévenir ce genre de situation ou sensibiliser davantage les gens pour qu'ils évitent ce genre de danger. Mais ça peut aussi inclure, par exemple, les catastrophes naturelles. Comment éviter d'y être confronté, comment être plus résilient en tant qu'enfant, comment les rendre plus résilients pour qu'ils soient moins affectés. Et ça, on en a déjà entendu parler ce matin. Il y a aussi la violence physique. Alors, c'est quelque chose qui nous concernait peut-être moins en situation d'urgence. On avait un peu le sentiment qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper. Il y avait toutes ces choses qu'il fallait faire vraiment rapidement dans l'urgence. Et là, on parle d'un engagement sur le long terme. Il faut travailler avec les familles. Et ça prend du temps avant de voir des résultats et ça prend du temps avant d'obtenir la confiance de la famille, des communautés pour pouvoir agir. Mais on s'est dit non, en fait, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas ne pas du tout aborder la question. Donc, il faut l'inclure. Il y a la violence sexuelle aussi, la détresse psychosociale. On parlerait santé mentale maintenant, donc dans la nouvelle version des normes, qui va bientôt sortir. Alors, il y a aussi donc les enfants associés à des forces armées ou des groupes armés, le travail des enfants. Alors, le travail des enfants qui leur nuit. Ce n'est pas forcément le fait que les enfants travaillent, c'est tout le type de travaux. Ils ne sont pas forcément nuisibles aux enfants, mais c'est un type de travaux qui sont vraiment nuisibles aux enfants. Et ça inclut par exemple le trafic, la traite des enfants, ou le fait d'être recruté par un groupe armé. Ça, bien entendu, c'est néfaste. Ou alors être en situation d'esclavage, ça aussi, c'est néfaste. Mais les enfants peuvent travailler, mais il faut que ce travail soit adapté à leur âge, à leur aptitude. Il faut que ce soit fait dans une condition de sécurité. Il faut qu'il y ait une rémunération adéquate, etc., etc. Il y a aussi les enfants d'accompagnés. C'est pareil, on ne parle pas de mineurs, on parle d'enfants afin de s'assurer qu'on a le statut juridique. Et il faut aussi savoir qui est séparé parce que très souvent, lorsqu'on va sur le terrain, bien souvent les gens disent ils sont séparés parce qu'un parent a disparu. Mais officiellement et sur le plan juridique, lorsque l'on commence à essayer de réunifier les familles, eh bien, on constate que ce sont les deux parents qui ont disparu. Même chose dans le cas d'un orphelin. Et il y avait aussi un nouveau concept, justice pour les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ?
Est-ce que c'est les enfants, l'accompagnement dans les prisons? Est-ce que c'est une question d'âge légal? Donc en fait, c'est un peu de tout. Alors le manuel que nous avons préparé et qui a été publié en 2012, première édition, et nous sommes en train de le réviser. Donc nous avons les normes pour la protection de l'enfance dans les contextes humanitaires. Vous avez les différents principes à l'écran. Il y a plusieurs piliers. Le premier pilier, eh bien, ce sont les choses qui ne sont pas nécessairement typiques du secteur. Mais il faut qu'on agisse de façon spécifique afin de garantir un environnement protecteur pour l'enfant. Donc il s'agit de coordination, de médias, de communication, par exemple, gestion de l'information et surveillance. Deuxième pilier, il s'agit d'établir le cadre du secteur, donc c'est-à-dire les principaux domaines de la protection. Troisième pilier qui va un peu changer dans la prochaine édition, eh bien, ce sont les différentes stratégies ou les interventions que l'on réalise. Gestion de cas, ça c'est un aspect qui peut certainement vous intéresser parce que nous avons tous deux des systèmes de gestion de cas, mais peut-être qu'ils sont un peu différents. Peut-être qu'on pourrait avoir des systèmes qui communiquent mieux l'un avec l'autre pour une meilleure réponse. Et je remarque également que vous avez aussi les espaces accueillants pour les enfants, child-friendly spaces. C'est bien, et c'est quelque chose que les gens font plus ou moins bien en fonction des endroits. Souvent, malheureusement, ça se fait un peu par défaut, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Les travaux de recherche montrent bien que si ces espaces sont bien conçus, ça a un impact positif sur les enfants. Lorsque c'est mal conçu, bien finalement, pas tellement. Et même si au début d'une urgence, ça peut avoir un impact positif parce que c'est un peu un espace à part où les enfants peuvent respirer. Donc même si l'espace n'a pas été conçu de façon optimum, c'est quand même un endroit où l'enfant peut respirer un peu, penser à autre chose. Et voilà, et il faut faire plus encore. Le quatrième pilier. Là, il s'agit de protection de l'enfance en tant que secteur. Et le secteur a réalisé que oui, nous avons des interventions spécifiques. Il faut des experts en protection de l'enfance, mais on ne pourra jamais suffisamment protéger les enfants si les autres secteurs n'envisagent pas cet aspect eux aussi. Donc, on n'aura pas un secteur de santé qui protège les enfants si les acteurs de la santé eux-mêmes ne sont pas impliqués. Même chose pour le système scolaire. Alors, par exemple, à Darfour, je travaillais avec les acteurs de la nutrition et je me suis rendu compte que, il y a peut-être des exemples qui ont été mentionnés hier, mais je me suis rendu compte que les collègues de nutrition, ils rencontraient tellement de femmes qui n'arrivaient pas à établir un lien avec leurs enfants et ils ont réalisé que souvent ces enfants, c'était des enfants nés suite à un viol. Et ces gens ne venaient pas nous voir, donc on ne savait pas non plus pourquoi est-ce qu'ils seraient venus d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler ensemble, main dans la main. Donc, alors, il y a l'éducation, la santé, la nutrition, l'abri, la distribution, et nous avons également la sécurité alimentaire. Donc voici les deux dont je voulais vous parler qui, selon moi, sont particulièrement intéressants. Alors, cela dit, j'ai comme l'impression que vous travaillez déjà sur l'ensemble de ces sujets. Alors, un exemple ici des principales actions. Alors, nous avons des normes avec des actions clés, des indicateurs. Ce que nous avons fait dans le cadre du quatrième pilier, nous avons aussi identifié quelles étaient les actions clés pour les acteurs de la protection de l'enfance et les actions clés pour les autres acteurs. Donc, voici un exemple de ce que les acteurs de la protection de l'enfance devraient faire. Par exemple, le système de recommandation qui, bien entendu, doit concerner tout le monde. On peut avoir un cas dans un des secteurs et il faudra collaborer avec d'autres ou alors référer le cas à d'autres. Ou alors, il faut aussi essayer d'identifier et de supprimer les différents obstacles qui empêchent les filles et les garçons d'avoir accès aux services de santé. Et il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles ils ne vont pas voir les prestataires de santé.
C'est peut-être parce qu'ils sont exclus de la société ou d'autres raisons, mais il faut que ça fasse partie de nos activités. Et nous pouvons aussi faire un plaidoyer, par exemple, et vous convaincre que on a besoin d'un système qui soit plus adapté aux enfants dans les installations de santé. Et j'étais ravie de voir qu'il y avait toutes sortes d'exemples vraiment positifs qui ont été présentés ce matin. Et je dois dire qu'il y a des façons simples de le faire. Lorsque vous mettez les choses en place, eh bien, travaillez avec les enfants. Essayez de voir avec les enfants ce qui les mettrait à l'aise, ce qui leur donnerait la confiance nécessaire pour venir vous voir. Et voici quelques exemples également de ce que les personnels de santé devraient faire. Par exemple, il y a les 4 principes clés et un grand nombre d'entre eux ont déjà été présentés aujourd'hui. Donc ça vient de la Convention sur les droits de l'enfance, droits de l'enfant. Donc la survie, le développement, bien entendu, mais pas uniquement. Donc, parce que, bien entendu, le développement, c'est connecté à toutes sortes de choses. Il n'y a pas que il y a aussi la question de non-discrimination, la participation de l'enfant. Donc l'enfant a le droit de participer aux sessions qui concernent leur avenir. Et c'est également dans l'intérêt de l'enfant. Et ça, c'est primordial. C'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit lorsque l'on prend une décision, lorsqu'on traite un cas. Il faut toujours se dire, bon d'accord, on a le cadre juridique, on a les recommandations, mais comme on a vu aujourd'hui, là, ça ne fonctionne pas toujours. Ça dépend toujours du contexte. Il faut toujours voir quel est l'intérêt de l'enfant. Et l'enfant est souvent à même de vous guider. Là, vous avez les normes nutrition. Alors, la première, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et la norme pour le soutien santé mentale. Donc là, vous avez quelques exemples. Et là, il faut vraiment qu'on travaille très étroitement ensemble. Tout comme avec le secteur de l'éducation, parce que comme on voit les choses, en tout cas d'après cette pyramide, et j'espère que vous la connaissez à peu près tous, vous avez donc les droits de base, donc les enfants sont nourris, ça ce sont les besoins de base, et ensuite il y a ceux qui ont besoin d'un petit peu plus. Alors peut-être qu'ils sont pas avec leur famille ou pas les membres de la communauté. Et c'est là qu'on peut agir, par exemple, fournir des activités de soutien. Ensuite, il y a peut-être des soutiens, une assistance un peu plus ciblée. Donc là, on n'a pas forcément besoin des services spécialisés, mais on a quand même besoin de fournir davantage de services pour que les enfants se sentent en sécurité, pour qu'ils soient à l'aise pour parler avec d'autres. Donc on peut avoir un soutien fourni par des pairs, par exemple. Et là, les acteurs de la protection de l'enfance peuvent faire un nombre de choses. Les travailleurs de l'enfance peuvent faire un nombre de choses. Et les services spécialisés, bien là, c'est plus nous, ça. Là, c'est vraiment le moment où on transmet le dossier à des travailleurs de santé. Alors, j'aimerais juste rapidement vous dire que lorsqu'il y a eu Ebola et réponse à l'Ebola, eh bien, on était un peu surpris parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait mis en place les normes de protection de l'enfance. Eh bien, on n'avait pas du tout envisagé ce contexte. Donc, en fait, en cas de maladie infectieuse, on ne peut pas forcément protéger les enfants de la même façon. Alors, les travailleurs de santé ont commencé à travailler sur le terrain et se sont rendus compte qu'il y avait des enfants qui étaient à l'extérieur de la maison parce qu'on ne pouvait pas les laisser rentrer, bien entendu à cause des risques de contamination. Et il y avait aussi des enfants, par exemple, qui avaient été admis pour traitement ou qui étaient mis en quarantaine. Et il n'y avait pas de contact. Le principe, c'était pas de contact. Comment est-ce qu'on fait avec des petits-enfants, avec des jeunes enfants? Et là, c'était vraiment critique pour les travailleurs de protection de l'enfance et les travailleurs de la santé de travailler ensemble. Parce qu'il y avait tellement de choses qu'on ne pouvait pas faire alors qu'on les ferait en temps normal. Alors, on essayait toujours de réunifier les familles, de retracer où étaient les familles, mais on ne pouvait pas travailler avec les communautés comme on faisait normalement. On ne pouvait pas non plus garder les enfants dans un grand groupe comme on le faisait en temps normal. Donc, on a dû revoir un nombre de choses. Et c'est là que nous avons élaboré des recommandations sur le sujet. Donc, comment protéger les enfants en cas d'épidémie? Alors, quelques exemples. Alors, bon, vous n'allez pas pouvoir tout lire, j'en suis certaine.
Mais quelques exemples de choses qui peuvent être faites par le personnel de santé ou des choses qu'on peut faire mieux de manière générale. Et j'aimerais conclure en disant que, après avoir écouté l'ensemble des présentations aujourd'hui, il est évident que vous travaillez énormément dans le domaine de la protection de l'enfance. En tout cas, vous voyez qu'il y a nécessité de travailler sur le sujet. Donc moi, j'aimerais vraiment vous inciter à aller voir ce qui existe déjà. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont réfléchi à ces questions, des problèmes qu'elles sont confrontées. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà trouvé un certain nombre de réponses à un grand nombre de questions que vous vous posez. Donc, alors, bien entendu, on ne sera jamais suffisant pour créer un environnement sûr. C'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de collaborer avec toutes les personnes qui souhaitent collaborer avec nous. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, on le sait très bien. Donc il est indispensable de coordonner nos efforts, de savoir qui fait quoi afin de ne pas faire les choses en double, mais aussi pour s'assurer que rien n'est perdu en cours de route, mais aussi pour qu'on puisse apprendre les uns des autres. Et ces normes de protection de l'enfant sont en train d'être révisées. Et je suis certaine qu'on peut les améliorer parce qu'il est important que nous aussi nous comprenions mieux de quelle façon les personnels de santé travaillent. Et je vois déjà un certain nombre de choses que j'aimerais modifier dans ces normes. Donc vraiment, je serais ravie de collaborer avec vous. Merci. So we'll continue with the panel Donc nous allons discussion. poursuivre And I invite maintenant en the discussion de groupe. experts to join me here. Et je vais demander aux experts de Deborah, me rejoindre, Déborah, Karen. and then we have as well, Et nous Sylvain avons Gros and, aussi Sylvain Gros Tish Shah, who are et Tish joining us Shah for the discussion. pour la discussion. Two new faces. De nouveaux visages. Tisha, qui est pédiatre, qui travaille pour MSF depuis longtemps, plaidoyer pour l'enfance, et Sylvain Gros, manager opérationnel pour MSF Espagne, pour le Congo et République centrafricaine. Donc pour commencer, Tisha et Sylvain, qu'avez-vous pensé de la session de ce matin? It's on. I'm gobsmacked and impressed. Extrêmement impressionnée, inspirée et très heureuse d'avoir pu assister à cette session. Je voudrais remercier les organisateurs et les intervenants, les orateurs, parce que cette matinée était tout à fait passionnante. Je suis membre du Conseil international de MSF et je préside le Conseil consultatif. Et du point de vue du CA et en tant que pédiatre, j'aimerais qu'à partir de ma place, nous fassions en sorte de diffuser à tout MSF tous les outils pour que nous puissions continuer à avancer. On sait qu'il faut des partenariats à l'extérieur, il faut beaucoup de plaidoyer à l'intérieur de l'organisation pour que nous changions tous d'attitude. Il faut saisir les occasions qui se présentent à nous pour opérer ce changement. Et la première chose dont j'aimerais parler, et c'est ce que l'on a entendu
2 fois ce matin, qui a été évoqué par la dernière intervenante aussi. Cela concerne les engagements comportementaux. Ça fait l'objet d'un accord entre toutes les sections. C'est la première fois que je participe à une conférence où on m'a demandé de signer ce document. Et on a entendu aussi que ces engagements comportementaux, ces lettres d'engagement, ont été diffusés dans nos missions et que nous avons une obligation de protection de l'enfance dans nos sites. Donc, soyons heureux d'avoir cet outil aujourd'hui, un outil qui nous dit que nous sommes responsables tous individuellement et collectivement de ce qui se passe sous nos yeux et que nos équipes sont responsables. En tant que membre du CA international, j'ai l'occasion de superviser toutes les activités des centres opérationnels. Et 2019 est une année exceptionnelle pour nous. Nous avons 5 directions opérationnelles et pour la première fois, les plans stratégiques de tous ces centres opérationnels ont été établis de manière synchronisée sur le même calendrier. Autre chose que j'ai apprise, c'est que le soin centré sur le patient, sur l'individu, est quelque chose qui se concrétise dans tous les centres opérationnels. C'est une occasion tout à fait exceptionnelle pour vous en tant que pédiatre et voix des enfants, pour que vous disiez ce que ça demande du côté des MSF en termes d'engagement pour la prise en charge des enfants. Donc c'est une autre occasion qui s'offre à nous et qu'il faut saisir. Et lors de l'AG internationale l'année dernière, nous avons parlé de la charte des enfants, c'est-à-dire la charte du patient, c'est-à-dire où est la voix maintenant de l'enfant dans cette charte du patient. Comment faire en sorte que la voix de l'enfant soit prise en compte. Hier, on a parlé des nouvelles recommandations pédiatriques qui vont être publiées. Je suis très impatiente de pouvoir découvrir un chapitre sur la protection de l'enfant dans ce document, dans cet ouvrage. Et enfin, nos principes. L'impartialité, elle est là, elle fait partie des principes MSF. L'impartialité exige que l'on s'engage sur ce terrain. Et je pense qu'il est important que lorsque l'association se préoccupe de notre identité, nous tenions ces éléments en compte. Nous sommes à une phase dans l'évolution des MSF où nous avons tous ces outils qui peuvent se concrétiser parce que c'est une réalité pour beaucoup de personnes. Et c'est une réalité pour beaucoup, effectivement, parce que ça peut être un moment de difficulté, de détresse morale. C'est un moment tel que c'est comme une blessure qui reste en vous et dont vous ne pouvez pas vous départir, vous ne pouvez pas l'oublier. Donc c'est toujours plus facile de mettre la tête dans le sable et d'ignorer ce qui se passe parce que c'est dur, parce que c'est difficile de l'observer et de le digérer. Et il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des surhumains, nous sommes des humains. La personne qui présentait le POCUS montrait que 20% des enfants qui avaient des échos avaient besoin de soins palliatifs. On ne peut pas tout faire, on n'est pas surpuissant. Donc, partagez nos témoignages sur ce que l'on a vécu, partagez avec les équipes de terrain, avec les sièges, partagez ce stress et cette détresse morale qui vous fait comprendre que vous ne pouvez pas être des surhommes. Et lorsque j'ai écouté les exposés de ce matin, on s'est tous tus, nous avons tous été très silencieux parce que on s'est tous souvenus des patients que l'on avait rencontrés et de certaines expériences que nous avons connues sur le terrain ou peut-être d'expériences que nous avons vécues personnellement. Et en tant que membre du CA international, lorsqu'on revient à notre slogan « People, people, people », c'est-à-dire les humains d'abord, dans le manifeste qui a été publié, il faut se rappeler qu'il y a des détresses que nous avons pu connaître, que nous avons pu vivre. Et peut-être que Limsy pourrait peut-être se lever.
Et il faut savoir qu'il y a des unités psychosociales dans tous les centres opérationnels des MSF. Et si vous connaissez un moment de détresse maintenant, vous pouvez aller voir Lindsay et elle vous orientera vers une personne qui pourra vous aider. Maintenant, sur une note plus positive, nous n'avons jamais été inactifs lorsqu'il s'agissait de la MDR-TB, de la tuberculose, de la santé mentale, du VIH. Nous avons pris le taureau par les cornes parce que nous savions que c'était important. Et la protection de l'enfance et la pédiatrie l'est tout autant. Alors si nous, on ne le fait pas, qui d'autre le fera? Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités, nous les non-médicaux, à assister à cette conférence très intéressante. Nous apprécions beaucoup de voir autant de bénévoles médecins qui se réunissent pour discuter de ces sujets dont nous devrions davantage parler au sein de MSF. Parfois, les opérations semblent prévaloir sur vos points de vue de médecins. Donc, n'oubliez pas de vous exprimer dans notre organisation. Alors, lorsqu'on parle de protection, on va dire que ça a été un sujet parfois tabou au sein de l'organisation. Nous sommes une organisation humanitaire médicale, on n'est pas chargé de la protection des populations. Mais en fait, si on lit la charte MSF, le témoignage montre d'emblée que le témoignage est associé à la protection. Donc il faut l'accepter. On ne va pas être un corps armé de protection. Néanmoins, la protection a toujours été et sera toujours partie de nos actions. Et la plupart des besoins identifiés ont reposé sur une action de réponse, de réaction, parce que les médecins, les infirmiers et le personnel ont observé ces situations sur le terrain et donc nous avons réagi et changé nos pratiques. Je suis ici parce que nous avons mené un projet très intéressant à RCA, à Bangui, un projet sur la violence sexuelle qui est spécialisé et qui cible les enfants, les jeunes et les jeunes hommes. Et nous avons pris conscience qu'il était nécessaire d'adapter les services proposés parce qu'il est très facile de s'occuper de l'aspect médical et psychosocial pour ces survivants, mais en fait, ce dont ils ont beaucoup plus besoin, et là, c'est plus sur le long terme, c'est l'aide psychologique, le logement. Il s'agit aussi de la situation socio-économique de cette personne, de sa réinsertion de cet enfant, de ce jeune ou de l'homme dans la famille, s'assurer que l'éducation sera reprise, surtout pour les mineurs. Et puis, il y a toutes les procédures juridiques et judiciaires qui doivent être engagées pour ces survivants. Je ne voudrais pas entrer dans tous les détails. Je pourrais parler de ce projet merveilleux plusieurs heures, mais il y a un certain nombre d'obstacles auxquels nos équipes sont confrontées sur le terrain, particulièrement dans un pays qui connaît un conflit depuis des années interminables et où la présence gouvernementale est extrêmement limitée, même dans la capitale, même à Bangui, et où la société civile n'est pas suffisamment solide. Et très souvent, nous essayons de faire en sorte que les survivants viennent en consultation dans les 72 heures qui viennent après l'événement, et c'est assez difficile. Et l'un des gros problèmes, c'est celui de la stigmatisation des victimes, particulièrement les jeunes enfants. Très souvent, les familles vont cacher cela à la communauté parce qu'il y a tout
toute la stigmatisation du fait qu'un membre de la famille a été victime d'abus, mais souvent on ne se rend pas compte du fait qu'ils veulent protéger leur enfant parce qu'il y a un risque très élevé que cet enfant qui a déjà été abusé au sein de la communauté sera de nouveau victime d'un abus. La probabilité est encore plus élevée pour cet enfant. Donc c'est également une forme de protection pour s'assurer que cela ne va pas se reproduire. Et c'est un dilemme très difficile pour nous. Souvent, nous sommes confrontés à une sorte de résolution de conflit qui repose sur des traditions entre l'agresseur et la famille de la victime, parce que trop souvent, l'agresseur peut être membre de la famille ou des proches de la famille. Et cela se résout sous la forme d'un paiement, d'une rétribution. Et donc, on ne fait pas de suivi médical parce qu'on veut que tout reste sous silence. Et l'on ne veut pas aller plus loin parce qu'on considère que les comptes ont été réglés par ce paiement. Et puis, lorsque nous savons que l'agresseur est un membre de la famille ou du voisinage, c'est extrêmement difficile pour nos équipes de mettre à disposition des locaux sûrs ou de prévoir un endroit sûr pour que les victimes puissent être hébergées. Il y a également le fait que bien souvent, les familles n'admettent pas qu'il est important de dispenser des soins médicaux à la victime. Elles considèrent que seule l'alimentation est suffisante et que s'occuper déjà du quotidien, c'est suffisant. Et enfin, le système judiciaire à Bangui est très, très lacunaire pour le traitement de ces cas. En 2018, nous avons eu 480 dossiers, plaintes qui ont été déposées aux tribunaux. Seules 18 de ces plaintes ont en fait été traitées par un juge. Et pour ajouter à ces difficultés, la législation du pays ne protège pas les mineurs lorsqu'ils sont devant les tribunaux. Ils n'existent pas, en fait, dans la loi. Donc, un grand nombre de problèmes pour la RCA. Maybe let's start with the question. On peut peut-être commencer par la question qui avait été posée plus tôt ce matin. Frédéric Sauge, je répète ma question. Les mutilations sexuelles sont un crime, comme vous le savez. Et quelle est la stratégie d'MSF lorsque nous sommes confrontés à ces crimes sur le terrain? I'll take that, but I'm sure there are people who are... Je vais essayer d'y répondre et je suis certaine que d'autres personnes dans la salle seront en mesure de répondre à cette question également. C'est un crime. Donc là, c'est indiscutable. Cela fait partie de ce qui est identifié comme crime dans nos pratiques. Maintenant, comment nous allons prendre en charge les cas, cela va dépendre des partenariats, des relations avec les communautés et les populations locales. Et différentes stratégies, différentes approches ont été adoptées. Et cela demande du temps. Cela demande d'un dialogue assez nourri avec les populations locales. Néanmoins, on peut reconnaître qu'il y a eu des réussites. Nous avons également des missions où il y a un volet chirurgical pour ces victimes. Mais tout repose sur le dialogue. Ma première expérience chez MSF était dans un pays où la mutilation génitale était très
courante. Il n'y avait qu'une seule infirmière dans mon projet et elle avait volé de l'équipement pour pratiquer des mutilations de manière stérile. Ça a été mon premier dilemme. Et je n'allais pas être la personne qui allait apporter la solution. Donc, on en a parlé au sein de l'équipe à la capitale et nous avons trouvé une ONG locale qui a fait une campagne de sensibilisation dans la population et les membres du staff national les plus âgés le responsable le plus âgé dans notre staff national nous a dit que lorsque sa fille allait naître, il n'allait pas pratiquer de mutilation sexuelle sur cette petite fille. Et ça a été le meilleur exemple, en fait, et c'est devenu un modèle pour l'équipe. Je peux vous en parler brièvement. Pour nous, vous avez peut-être vu qu'au Royaume-Uni, il y a eu les premiers procès il y a quelques mois et j'ai été appelée en tant qu'experte à la Cour. On pensait qu'au Royaume-Uni, nos lois étaient plutôt bonnes et qu'il était obligatoire de signaler les cas, mais en fait, on n'avait pas été très bon jusqu'à présent. Mais en fait, si les populations locales s'emparent de la question et que la législation existe, la situation peut s'améliorer. Mais tout repose aussi sur informer les populations sur ces mutilations. Mais en fait, ces mutilations considérées comme quelque chose de valorisé, donc il faut dévaloriser cela. Donc, il faut que la justice criminelle s'en empare, mais c'est surtout changer les cultures des populations. Mais il y a beaucoup d'exemples qui existent. On vient d'en entendre un seul. Il y a des exemples où l'on change les habitudes et les études menées par l'UNICEF montrent qu'il y a eu depuis 5 à 10 ans une évolution. C'est quelque chose de médicalisé maintenant qui est pratiqué sur des petites filles plus jeunes. Donc, c'est encore plus difficile à détecter. Mais le plus important, c'est aussi d'éduquer les hommes et les garçons pour leur expliquer ce que ça signifie. Et s'ils comprennent bien les enjeux, la majorité de ces hommes et de ces jeunes hommes vont refuser les mutilations génitales. Effectivement, à Bangui, avec ce système judiciaire quasi inexistant, il est très difficile pour nous d'agir. Néanmoins, on a eu des cas. On a pu avoir une action plus décisive parce que, notamment, on sait qu'il y avait des responsables des opérations de maintien de la paix qui étaient impliqués dans ces cas. Autre chose, dans notre expérience et selon nos données, c'est le seul problème lié à la protection de l'enfant où on ne voit pas d'augmentation dans le secteur des pays qui bénéficient d'aide humanitaire ou d'aide au développement. Il y a même parfois une diminution. Je me souviens d'une famille de réfugiés qui vont dans des camps et qui vont en fait, par phénomène d'assimilation, vont accepter de pratiquer des mutilations génitales pour être acceptés dans la communauté des réfugiés. Je suis médecin urgentiste chez MSF, je m'appelle Claire. Merci beaucoup. Cette question nous ramène aussi aux interventions d'urgence plutôt qu'à des projets long terme. On a beaucoup parlé d'une intervention durable et pérenne. Et dans la conversation, on s'est interrogé sur comment agir lorsqu'il n'y a pas de protection de l'enfance sur le terrain ou si l'on considère que ces services sont inappropriés. Comment pouvons-nous nous assurer que nos actions, sachant qu'on va être là pour une période assez courte, est une action à la fois responsable et pérenne et qu'elle ne va pas, à long terme, se retourner contre l'enfant. J'aimerais savoir si les membres du panel auraient une réaction à apporter à cela. Il y a les standards minimums que j'exposais tout à l'heure.
lorsque la crise a éclaté en Syrie. Et en 2012, nous avons reçu des tonnes d'emails et de messages de Syrie, d'organisations locales qui n'avaient absolument aucun contact avec, aucun groupe international, qui nous ont dit on n'a jamais travaillé là-dedans, mais nous avons compris qu'il fallait protéger les enfants et on a trouvé ce manuel. On voulait entrer en contact avec vous. Bien entendu, ce n'est pas ce que l'on visait, mais il est possible de faire en sorte que certaines de ces normes soient mises en application pour ne pas nuire aux enfants. Et travailler avec les populations locales, bien entendu, parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez assurer la pérennité de la protection de l'enfance. Il peut y avoir des structures de protection qui sont complètement différentes de celles que nous connaissons dans le monde occidental, mais donc il faut voir si elles peuvent être efficaces. Il y en a d'autres qui sont tout à fait nuisibles, ça c'est certain, donc là il faut les fuir. Mais si on renforce les structures existantes que l'on a identifiées comme positives, on peut le faire. On peut aussi essayer de voir s'il existe des organisations locales ou des petits groupes de personnes qui s'occupent de protéger les enfants et qui ne sont pas forcément formels. Donc, essayer d'être en contact avec les uns les autres. Et aujourd'hui, même s'il n'y a personne que l'on connaît sur place, on peut toujours essayer de trouver un point de contact. Au sujet de la pérennité, et de la durabilité, c'est toujours difficile chez MSF lorsqu'on a des opérations d'urgence. C'est des débats que nous avons depuis environ 20 ans à MSF, notamment lorsqu'il s'agissait d'intégrer la prise en charge des traitements antituberculeux et VIH dans nos programmes. Et on a trouvé des moyens d'assurer la pérennité du traitement pour les patients atteints de VIH. Donc je ne suis pas trop préoccupée par cette question-là, en fait. Maintenant, c'est comment on réagit, comment on agit au moment de l'urgence. Effectivement, en urgence, la protection, c'est compliqué. Parfois, on peut se dire qu'on peut remettre ce programme à d'autres acteurs, à d'autres organisations internationales, ou s'appuyer sur des mécanismes étatiques pour ouvrir un embryon de service de ce type. Mais très souvent, on trouve des solutions dans le réseau social ou environnemental de l'individu, les proches de la famille. Ça, c'est le point de départ lorsqu'il n'y a pas d'autres acteurs institutionnels ou officiels sur le terrain. Ensuite, nous pouvons essayer d'évaluer l'ampleur du problème. Et c'est ce qui avait été fait au Nigeria, c'est-à-dire identifier les lacunes dans le dispositif de protection, tout en agissant, mobilisant et en faisant un plaidoyer pour qu'il y ait une présence plus forte et une meilleure protection. La plupart des solutions stables pour la protection de l'enfant doivent se trouver dans l'environnement de la famille, dans son voisinage, etc. Bonjour, je m'appelle Anya, je suis pédiatre. Je ne voudrais pas que l'on s'écarte du débat. La première chose que l'on doit faire, c'est soutenir nos équipes sur le terrain pour qu'elles puissent s'occuper de ces enfants. Mais n'oublions pas non plus l'autre élément. On a parlé de pédiatrie humanitaire ce matin. N'oublions pas ce qu'il est possible de faire à un plus haut niveau. Même si nous ne sommes pas une organisation politique, nous sommes souvent confrontés à des situations, notamment en Libye et dans d'autres endroits. C'est un problème de protection de l'enfance parce qu'on est dépourvu et en dépit du fait que nous ayons des contacts avec le Conseil de sécurité, toutes les institutions auxquelles vous pouvez penser, ça ne change rien. Je pense au gouvernement allemand. On laisse les gens mourir en Méditerranée. Et ça, c'est un problème aussi de protection de l'enfance. Je ne voudrais pas que l'on éloigne nos ressources du terrain, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens de nos sections
qui ont ce mandat de faire notre plaidoyer auprès des institutions, auprès des gouvernements, pour que l'on résolve ces problèmes aussi. Il ne faut pas les oublier. Well, it will be difficult to have a comment after this. Difficile de poser une question, de faire un commentaire. Je m'appelle Ahmed, je suis basée à Bruxelles. Just to give another, following the last point and give Pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, et pour aller au-delà de la protection d'un seul individu, pour en revenir à la RCA, où nous avons une situation à Bangui où 2000 personnes vivent dans une église catholique parce qu'il y a un conflit de nature religieuse que vous connaissez tous. Mais nous avons considéré que ces personnes étaient des populations déplacées, mais maintenant c'est plus une situation de détention. Il y a beaucoup d'enfants, comme vous pouvez imaginer, dans ce camp improvisé, et nous écoutons les équipes sur le terrain qui ont découvert que c'était loin d'être une situation de population déplacée, entre guillemets, classique. Et on a isolé les enfants, on les a enfermés pendant parfois jusqu'à 2 semaines, parce qu'en fait, ce sont souvent des cas de malnutrition sévères qui sont référés à l'hôpital local. Et ces enfants sont par conséquent les victimes du conflit parce qu'ils sont extrêmement fragiles. Donc, on est confronté à des problèmes de protection au quotidien qui conduisent à un dilemme chez nous. Et en raison de l'intensification du conflit, on est de plus en plus isolé. Donc, trouver des solutions locales avec le réseau local a ses limites aussi. Et je serais d'accord pour qu'on porte cela à un plus haut niveau parce que on peut être aussi transversal qu'on le souhaite, mais on atteint les limites de capacité de nos équipes sur le terrain. Avoir des recommandations, c'est très bien, mais compte tenu du petit nombre de personnes qui s'occupent de ce projet, on a 25 expats et 50 personnels locaux avec une réduction du personnel local et on ne peut pas leur demander de gérer cela non plus. On est de plus en plus isolé parfois sur le terrain, donc il faut faire un peu plus de lobbying et de plaidoyer à plus haut niveau. You very eloquently. Je pense que tu as très bien mis en évidence le dilemme de cette situation cauchemardesque. Parfois, j'ai l'impression aussi que l'on passe à côté de certaines occasions que nous ne voyons pas, où on n'a pas l'état d'esprit qui nous permette d'identifier ces occasions qui se présentent à nous. Et je ne prétends critiquer personne ici, ce n'est pas du tout cela. C'est quelque chose d'inconscient. On ne voit pas la solution qui est devant nous. Lorsque vous avez 3 ou 4 centres opérationnels ou sections qui opèrent dans la même région, dans la même ville, et qu'il n'y a pas de décision coordonnée de définir des priorités communes, ça veut dire que même dans notre propre organisation, si on se synchronisait un petit peu mieux, nous pourrions dire « OK, on ne peut pas demander à tout le monde de faire ça, mais peut-être que l'on peut mieux coordonner nos activités et se distinguer mieux les uns des autres. » Et pour reprendre ce qu'a dit l'intervenante précédente, et ce que Séverine a dit, c'est faire usage des données que l'on produit aussi et faire en sorte que ce dilemme ne reste pas un dilemme.
je comprends complètement ta remarque parce qu'effectivement, c'est très difficile pour nous. En fait, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est toujours effrayant de parler à un public MSF et lui de leur dire « Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, hein, il y en a d'autres. Il y a d'autres organisations, d'autres acteurs. Le mieux, c'est d'essayer de travailler ensemble et de trouver des synergies avec nos ressources. Parfois, effectivement, vous êtes les seuls sur place. Exigez la présence d'autres acteurs ou alors travaillez avec nous de façon à ce qu'on vienne appuyer vos activités si vous n'avez pas les ressources et les moyens de le faire. » Bonjour, je m'appelle François, je travaille pour MSF. Je vous remercie tous pour la qualité de vos exposés qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai une question qui s'adresse à tous les membres de la table ronde ici, MSF ou non MSF. Lorsqu'il s'agit de l'accès aux services, lorsqu'il s'agit d'adolescents ou de mineurs non accompagnés, lorsque vous parlez du consentement, notamment pour les IVG médicalisés, ça peut être très difficile. Et dans ce groupe pédiatrie, comment pouvez-vous nous apporter les conseils judicieux pour traiter ce type de cas? Jean-François. Your advice regarding Le conseil concernant l'accès à certains services qui parfois peut poser problème. Par exemple, s'il y a un problème d'IVG, s'il y a une demande, comment est-ce que vous réglez la question du consentement, de l'autorisation? Est-ce que vous demandez à l'adolescent de venir avec un adulte? Comment est-ce que vous faites? Alors, si je comprends bien la question, je crois que vous parlez d'évaluer le consentement donné à une activité médicale que vous pratiquez sur un enfant mineur. Dans ce cas, je crois qu'il faut envisager l'âge physique, mais aussi l'âge développemental, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que la personne, donc cette jeune personne, a la capacité de comprendre et de donner son consentement? Bien entendu, ça dépend de la situation. Si c'est une personne non accompagnée, un orphelin, ou une personne qui est avec quelqu'un qui a des responsabilités parentales. Parce que la meilleure solution, c'est que la jeune personne et le parent, ensemble, donnent leur consentement avant la pratique de l'acte, tel qu'une IVG. Bien entendu, il y a des cas où la jeune personne souhaite donner son consentement seule, et ce sera à vous de prendre la décision seule. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma diapositive, j'ai établi une liste des choses qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre, afin que les gens comprennent les conséquences et que vous aussi, vous compreniez leur situation et que vous compreniez pourquoi ils ne veulent pas faire part de la situation à leurs parents si le parent est présent. Savoir également ce qui va se passer après l'acte médical, quel sera le type de soutien dans la communauté ou dans la famille dont cette personne va bénéficier. Je ne suis pas sûre que ça réponde à votre question. Hi, my name is Amber. I have a question. Bonjour, je m'appelle Amber. C'est une question assez pratico-pratique. Alors, effectivement, dans un certain nombre d'endroits, il n'y a pas forcément d'autres acteurs. Mais dans la plupart d'endroits, il y a d'autres acteurs qui sont présents sur place. Et alors, peut-être, alors pas aujourd'hui évidemment, mais ça pourrait être utile, parce que je pense qu'un des obstacles à la sensibilisation des équipes, c'est le sentiment d'abandon, en fait. On a l'impression qu'on est perdu, on ne sait pas forcément à qui s'adresser lorsqu'on voit ses patients, on ne sait pas qui sont traités, on ne sait pas quelles sont les choses que l'on doit faire ou que l'on peut faire. Donc la violence sexuelle, c'est une chose, mais aussi la violence physique. Et on n'est pas forcément armé pour prendre en charge ce genre de problème. Alors peut-être qu'à MSF, on pourrait avoir une sorte de liste des autres organisations présentes dans chaque région. Celles qui fonctionnent voilà, dans tel ou tel domaine, que l'on pourrait contacter lorsque l'on est confronté à ce genre de situation, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan médical ou le plan social. Voilà. Genre, je ne sais pas s'il y a ce genre de liste. Alors, moi, j'aimerais effectivement revenir là-dessus et dire que oui, effectivement,
nos équipes sont perdues. Je sais, il y a un projet qui a commencé un peu plus d'1 an. Par exemple, nous avons déjà un bon volume d'opérations, mais alors, la composante médicale, c'est quelque chose qu'on sait faire. Le soutien holistique aux survivants, c'est là qu'on a du mal. Au début, nos équipes se concentraient davantage sur le système Nations Unies, les agences locales, et on ne trouvait pas suffisamment de réponses. Et c'est là qu'elles se sont senties vraiment bloquées. Alors, on a commencé à dire, écoutez, voilà, on sait que le gouvernement est très pauvre. On sait que la société civile est peut-être moins présente. Alors, allons voir quand même ce qu'on peut faire, même si c'est qu'une petite partie de ce qui vous est nécessaire. Donc, peut-être voir les associations locales aussi, la société civile locale. Donc, aussi les mettre en contact avec des donateurs, surtout s'ils font un bon travail. C'est très, très, très important de travailler de plus en plus avec les organisations gouvernementales ou les associations locales. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment réussi à faire jusqu'à maintenant en tant qu'organisation, parce qu'on n'a pas énormément de partenariats. Mais dans ce cas, là, on insiste vraiment pour que nos équipes, de plus en plus, aient une approche holistique. En outre, à MSF, on travaille beaucoup en silo. Donc, on aura peut-être une cartographie pour les systèmes médicaux et les systèmes de référence. Donc, on aura les acteurs. On peut avoir la sécurité d'un côté, mais pour ce qui est de la protection, là, c'est manquant ou on n'a pas tout. Je sais qu'il y a des initiatives en cours au Moyen-Orient pour établir une cartographie des différents acteurs. Et nous essayons d'avoir une approche systématique dans d'autres missions, dans d'autres projets, au niveau du pays, par exemple. J'aimerais également ajouter que, normalement, il y a une forme de mécanisme de coordination dans ces pays. Même si ce n'est pas nécessairement au niveau subnational, c'est toujours au niveau national et le système des clusters peut être très utile. En tout cas, normalement, il devrait avoir ce genre de renseignements. Bon, ce n'est pas forcément une liste exhaustive, mais je dirais qu'il y a 10 ans, on incluait beaucoup moins les acteurs nationaux, mais les choses ont quand même bien changé. Donc, ils devraient être davantage impliqués. Parfois même, les actions sont menées par les acteurs locaux ou nationaux. Donc, je pense qu'il faudrait commencer par là et voir ensuite ce que ça donne. Est-ce que je peux juste ajouter une petite chose? Alors, je ne veux pas qu'on sorte de cette salle en se disant que sur le plan médical, ça va. Et est-ce qu'on donne un environnement sûr pour le triage? Est-ce qu'on envisage la protection de l'enfant? Et je ne voudrais pas qu'on ait le sentiment que sur le plan médical, ça va et qu'on rate le reste. Non, il faut aussi travailler sur les aspects médicaux. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis infirmière. Je suis conseillère MSF Suisse. J'aimerais vous faire part de mes réflexions. Anya a parlé du fait qu'il fallait se faire entendre au niveau global. Et je crois qu'il faut des données médicales, du terrain. Et j'aimerais vraiment le dire à tous ceux et celles qui travaillent sur le terrain, bien, il faut trouver une façon de montrer quels sont les problèmes, soulever la question au niveau mondial. L'exemple de la Libye, par exemple, il y a 2 semaines, nous avons publié un rapport sur la situation en matière de malnutrition et de détention à Tripoli. 1/3 des gens qui sont dans les centres de détention où travaille MSF, ce sont des enfants. Et pour ce genre de situation, ça serait bien aussi de travailler en équipe, mais également avec d'autres acteurs, même pour le travail de plaidoyer. Donc on peut travailler avec la protection de l'enfance et des organisations des protections des droits de l'être humain, par exemple. Autre chose. Merci, Emilia, d'avoir parlé de la question des épidémies. Hier, nous avons
entendu qu'avant 2014, on ne pensait pas qu'Ebola était vraiment un problème pour les enfants. Moi, j'ai fait une brève mission à Botembo au mois de novembre. Et ça brise le cœur, vraiment. Vraiment. Parce que dans notre travail médical, on doit séparer les enfants de leurs parents. Et en situation d'urgence, c'est vraiment, vraiment difficile. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Et il faut que ça aille vite, il faut les protéger, il ne faut pas qu'ils soient infectés, évidemment. Mais ça serait bien que les gens du panel nous disent si on a réfléchi un peu plus à la question, comment on pouvait travailler sur la question en cas d'épidémie, que ce soit Ebola ou une autre. Voilà. Merci. Écoutez, c'était des commentaires très intéressants. J'aimerais bien répondre à la première partie de ce que vous avez dit. Alors, j'ai regardé quelques-unes des affiches à l'extérieur de la salle. Et je pense que les gens vont commencer à collecter des données, pas uniquement sur les questions médicales, mais aussi sur le nombre d'enfants, de jeunes que vous voyez dans vos contextes en situation d'urgence qui présentent des signes de violence sexuelle ou de but physique. Voilà, je pense que vous pourrez ajouter ça à vos graphiques à l'avenir. Alors, pour ce qui est de la réaction en cas d'urgence, Roberta, on a parlé dans son pet talk aussi. Deux choses. Il y a les données. Alors, on dit que 90% des enfants âgés de moins d'un an ont plus de risques de mourir d'Ebola. Alors ça devait vraiment nous sauter aux yeux. Mais en fait, ça ne repose pas sur forcément beaucoup de données. Et au début, avec Ebola, il y avait très peu d'informations détaillées. C'était moins de 14 ans, plus de 14 ans. On ne savait pas vraiment ce qu'il en était des enfants plus jeunes. Donc rien que de recueillir ce genre de données, c'est très important. Ça permet vraiment de savoir de quoi on parle et d'agir en cas d'épidémie. L'autre chose que j'ai pu constater, eh bien, j'ai vu 3, 4, 5 types de traitements contre Ebola en Sierra Leone. Et j'ai vu l'évolution dans la façon dont on a mis en place les centres de traitement Ebola. Et la dernière fois, c'était à Bakburka. Et là, il y avait le moins d'obstacles possibles. On pouvait jouer avec les enfants, même si on était dans la zone basse. Et il y a d'autres types de conceptions aussi. Donc c'est intéressant de voir que vraiment on a amélioré les choses quand même au fur et à mesure. Donc il y a des façons de faire les choses et c'est vraiment un état d'esprit encore une fois. Bonjour, je m'appelle Léal. Je travaille au projet pédiatrique MSF au Liban. J'aimerais vous parler un peu de notre expérience concernant la protection des enfants. Dans le projet, nous avons identifié les associations, les ONG qui travaillent dans le pays. Nous avons rencontré l'ensemble de ces acteurs, nous avons vu quel était leur champ d'action, nous avons vu quelles étaient les ONG qui travaillaient spécifiquement dans le domaine de la protection de l'enfance. Et nous avons commencé à leur envoyer les patients qui, selon nous, étaient peut-être susceptibles de faire l'objet de violences sexuelles, de négligence ou autre. Et jusqu'à présent, nous avons référé ces enfants à des ONG plus spécialisées, habituellement parce que le gouvernement libanais n'interfère pas lorsque l'on traite des réfugiés. Donc c'est le rôle de ces ONG de gérer l'aspect juridique. Et pour ce qui est du suivi de ces patients, bien souvent c'est fait aussi par les ONG. Donc, voilà. Alors, est-ce que ces patients sont protégés maintenant ou pas? Comme Amber l'a dit, ça serait une bonne idée, je pense, que dans chaque pays, dans chaque région, au niveau du projet, on identifie les organisations avec lesquelles on peut collaborer. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas tout faire tout seul, c'est évident. Dernière question.
Merci. Alors, c'est peut-être pas une question en tant que telle, c'est peut-être plutôt un commentaire d'ordre général. Alors oui, bien sûr, il faut qu'on sache qui sont les autres acteurs dans le contexte dans lequel on travaille, comme en RCA. Là, c'est un véritable défi, c'est évident. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin, vraiment plus loin, parce que bon, établir sa cartographie, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir évaluer la qualité de ce qui est disponible. Est-ce que c'est accessible? Quelle est la qualité de ce qui peut être fourni? Parce que je crois que dans un certain nombre d'endroits, on a vu qu'il y avait quand même un écart énorme entre la théorie et la pratique. Et quand on envoie un patient quelque part en tant qu'MSF, on a une certaine responsabilité. On doit suivre la situation. Est-ce que ça a aidé le patient? Est-ce que c'était utile? Et ça peut être quantifié de façon plus précise, je pense. On a un certain nombre de projets, on a des gestionnaires de cas, des travailleurs sociaux. Il faudrait un suivi systématique après chaque référence. Parce que si on peut faire ça, on pourra vraiment voir quelles sont les lacunes du système et peut-être agir plus efficacement. Pas simplement commencer à envoyer les patients ailleurs sans savoir ce qui se passe finalement, ce qui les attend. Par exemple, j'ai parlé à quelqu'un de Malaisie. La semaine dernière, m'a dit quand on a un cas de violence sexuelle, eh bien, on envoie le patient ailleurs. C'est un guichet unique. Bon, c'est très bien. Mais il faut faire un rapport à la police. Alors, est-ce qu'on le dit vraiment au patient que ça fait partie de ce qui va se passer? Est-ce que le patient est d'accord avec cela? Alors, il est important, je pense, d'avoir effectivement cette liste d'acteurs, mais il faut peut-être savoir aussi ce qu'ils font exactement. Ça, c'est important. Alors moi aussi, avec mon équipe, j'insiste pour qu'ils identifient les acteurs, qu'ils fassent une cartographie, mais aussi qu'ils aillent voir les survivants, voir de quelle façon les choses sont prises en charge. Parce que si on veut les aider et avoir une approche plus holistique, il faut aussi qu'on comprenne ce que font les autres associations, les autres organisations. Quels services elles fournissent, quelles sont les limites et de quelle façon on peut construire les choses sur la base de ces critères. Moi, je parle toujours d'empathie. Il faut comprendre quelles sont les contraintes auxquelles ces partenaires sont confrontés de leur côté et pouvoir les mettre à profit pour essayer, si possible, de supprimer certaines des insuffisances. Oui, alors, le suivi. Je crois qu'on a des systèmes de gestion de cas peut-être un peu différents. Alors peut-être qu'ils pourraient communiquer les uns avec les autres, n'est-ce pas? Ça permettrait d'éviter pas mal de doublons quand même, de travail en double. Alors, il y a des données médicales que nous, on pourrait utiliser. Alors, on ne peut pas partager toutes les informations, c'est évident, il y a des choses qui sont confidentielles, ça on le sait. Mais il y a certainement beaucoup plus d'informations qu'on peut s'échanger, j'en suis certaine. On dit non, ça c'est différent, c'est notre information, ça c'est votre information, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Mais je suis sûre qu'il y a des choses qu'on peut s'échanger. Surtout lorsqu'il s'agit de suivi des enfants, par exemple. Donc les enfants qui sont dans des familles d'accueil, on les envoie dans des familles d'accueil, on dit là tout va bien. Mais ce n'est pas forcément le cas. Vous savez, très souvent, il faut quand même faire un suivi très étroit de la situation. Et si on peut avoir cette approche à la fois sociale et médicale, eh bien, on pourrait certainement améliorer la prise en charge. Merci beaucoup. Alors, on applaudit tout le monde. Merci beaucoup. So just before everyone leaves, I just wanted to Alors, avant que tout le monde parte, j'aimerais ajouter que AMSF Espagne, ça fait 2 ans qu'on a une discussion assez approfondie à ce sujet. Bon, on en parlait déjà avant, mais on a récemment validé une politique de protection. Non, pas uniquement en ce qui concerne les cas individuels, mais nous voulons aussi inclure dans notre gestion des cas, eh bien, qu'on identifie de façon systématique les préoccupations et quels sont les acteurs vers lesquels on peut réorienter ces personnes. Et il faut aussi qu'on ait une sorte de positionnement plus global.
Alors, les domaines d'intervention, c'est les déplacements, la violence, l'accès aux services humanitaires et la négligence et la discrimination. Donc, les choses avancent. Merci de votre attention et j'espère que nous pourrons reprendre notre session dans 2 ans. It's not finished Non, non, c'est yet. pas fini, il ne faut pas partir. Hein. Non, non, pas fini. There is another point on the program continuing. So lunchtime is not yet there. Non, s'il y a encore un point à l'ordre du jour, le déjeuner n'est pas encore servi. So the next presentation is about diphtheria in children. Nous allons parler de la diphtérie chez les enfants dans le cas d'épidémie. Comparative analysis with Donc, analyse comparative clinico-épidémiologique chez des patients adultes au Bangladesh. So good afternoon to everyone. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ben, je suis pédiatre espagnol, je travaille pour OCBA. Je vais vous présenter cette analyse comparative clinico-épidémiologique sur des patients traités pour la diphtérie au Bangladesh. Alors, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup MSF et OCBA, et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était intéressant de faire une présentation aujourd'hui. Donc, concernant la diphtérie, alors, on a peu de données probantes sur les différences dans les présentations cliniques et épidémiologiques concernant l'évolution entre les enfants et les adultes. Alors, on a des patients qui ont été traités entre le 11 décembre 2017 et le 15 février 2018 dans notre centre de traitement de diphtérie. La capacité est de 85 litres et le test était disponible à partir du 26 décembre. La vaccination a été faite et elle a exclu certaines parties des personnes. Alors, la méthode, nous avons recueilli les données, ensuite nous avons fait l'analyse. Donc, tous les patients qui étaient admis au centre ont été inclus. Alors, la population pédiatrique, c'était les personnes âgées de 0 à 14 ans et les adultes étaient les personnes âgées de plus de 15 ans. Période d'étude, l'ensemble de l'intervention et nous avions au total 915 patients inclus dans l'étude. Les issues clinico-épidémiologiques ont été comparées utilisant la méthode du X-carré. D'après l'OMS, la diphtérie se caractérise par une laryngite, une pharyngite ou une inflation des amygdales et une membrane adhérente. Alors, vous avez les cas en rouge, qui sont les cas sévères, qui présentent un ou plusieurs signes, tels que stridor, fréquence respiratoire rapide, ou alors léthargie, agitation, coup de taureau, ou aussi cyanose centrale et extrémité froide. Il y avait les cas orange, c'est lorsqu'il n'y avait pas forcément de signes avertisseurs. Donc, pour ce qui est des piliers de l'intervention au CBA, eh bien, nous avons pratiqué la vaccination des patients et aussi des personnes qui ont un contact proche avec ces personnes dès le départ, retraçage des contacts en enregistrant les cas et les contacts proches. Nous avons fourni des médicaments prophylactiques. Alors, nous avons également géré les cas en définition de l'OMS et les recommandations MSF qui ont été modifiées au fur et à mesure, donc en fonction de notre capacité, de nos ressources. Nous avons fourni des antibiotiques et de la pénicilline aussi. Et nous avons également utilisé d'antitoxines. Surveillance. Donc là, nous avons recherché les cas de façon active au sein de la communauté et nous avons recherché de façon proactive au centre de soins primaires, au centre de santé. Et ensuite, nous avons également fait des actions de promotion de la santé au niveau communautaire en renforçant l'isolement à domicile et la vaccination. Alors, nous allons commencer à regarder les résultats maintenant. Sur ce graphique, vous voyez l'évolution du nombre de cas de diphtérie pendant toute la durée de l'intervention. Comme vous pouvez le voir, en rouge, les cas adultes
ont une incidence régulière pendant toute la durée de l'épidémie par rapport à la courbe pédiatrique qui, elle, a plutôt suivi une courbe de propagation. Et nous pensons que cela est certainement dû à la vaccination qui a exclu les adultes, parce que les adultes n'ont pas été vaccinés. Concernant les caractéristiques cliniques et de traitement de ces cas, on voit qu'il y avait une répartition assez homogène dans la population pédiatrique entre les garçons et les filles, tandis que chez les adultes, c'était plutôt des femmes. Alors, difficulté à avaler, pratiquement l'ensemble des patients traités ont présenté ce problème. Aussi lymphadénopathie ainsi que la détresse respiratoire, le coup de taureau, l'hypofusion, le choc. Ça, c'était plus fréquent chez les enfants. Pour ce qui est de la sévérité, comme j'ai dit tout à l'heure dans la diapositive précédente, les enfants plus souvent présentaient des signes d'alerte, et vous avez les pourcentages à l'écran. Néanmoins, seuls 3,3% des enfants ont reçu le traitement contenant l'antitoxine. Et cela peut s'expliquer par le fait que la majorité des patients sont assez sévères au début de l'intervention, pendant les 2 premières semaines, alors qu'on n'avait pas encore les antitoxines. Concernant les patients adultes, eh bien, plus souvent, ils présentaient des cas non sévères et il y avait plus de pseudomembranes dans ce groupe. La mortalité était relativement faible, mais plus élevée chez les enfants, 4 décès contre 0 chez les adultes. Donc l'antitoxine a été administrée chez plus de patients que d'enfants, chez plus d'adultes que d'enfants, même si les enfants présentaient des critères plus sévères, on en parlera tout à l'heure. Pour ce qui est des événements indésirables, chez les patients qui ont reçu la toxine, eh bien, ils étaient assez peu nombreux, mais tout de même plus élevés et plus fréquents chez les enfants. Concernant la confirmation PCR, eh bien, c'était positif chez la moitié des enfants, contre 31% chez les adultes. Donc ça, c'est pour l'ACP. Alors, il est important de clarifier le fait que les critères MSF et OMSS concernant la toxine n'étaient pas les mêmes. Donc OMS, c'est uniquement les cas sévères. Ensuite, ça a été étendu aux cas non sévères avec la pseudomembrane. Dans nos critères, eh bien, dans nos centres, un nombre limité de patients ont reçu des antitoxines parce que nous n'avions pas ces antitoxines à disposition. Donc nos critères ont dû être réajustés au fur et à mesure de l'intervention en fonction de notre capacité à leur fournir des antitoxines. C'est la raison pour laquelle, au début, nous avons uniquement traité les cas sévères conformément aux recommandations OMS. Ensuite, nous avons étendu ce traitement aux cas orange. Et enfin, l'ensemble des pseudomembranes où enfants âgés de moins de 7 ans présentant des taches blanches. Donc, la plupart des cas rouges étaient des enfants, mais c'était avant que les antitoxines soient disponibles. Donc, on peut conclure que la majorité des patients admis étaient des enfants, comme c'est souvent le cas en cas d'épidémie de diphtérie. Mais presque la moitié des patients ont reçu un traitement avant la disponibilité des antitoxines. Et en fonction de la sévérité, eh bien, plus d'enfants auraient dû recevoir les antitoxines, mais une proportion plus élevée d'adultes ont reçu les antitoxines du fait de la présence de pseudomembranes. Et les issues étaient plutôt bonnes avec une mentalité plutôt faible. Là, nous avons appris à ajuster notre façon de faire au fur et à mesure. Nous avons également appris de nos erreurs. Et cela pour expliquer la faible corrélation entre les patients qui ont reçu les antitoxines et les recommandations OMS. Alors, quel était le véritable impact des antitoxines, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de différence entre la mortalité avant et après l'introduction de médicaments? Aussi, au début de l'intervention, nous avons reçu des patients en état grave et ensuite, il n'y en a plus eu. Donc, est-ce qu'on a mal diagnostiqué la diphtérie du fait d'un manque d'expertise ou est-ce qu'il y a eu des mesures de promotion de la santé, les gens étaient sensibilisés ou les gens ont reçu l'antitoxine plus tôt? Et dans le cas de cette épidémie, il y a aussi eu une vaccination qui a exclu les adultes. Est-ce que finalement cela explique pourquoi plus d'adultes ont fini par recevoir les antitoxines? Est-ce que dans des contextes similaires où les adultes n'étaient pas protégés, est-ce qu'une vaccination étendue aurait pu ralentir la maladie? Est-ce qu'on pourrait envisager ce genre de mesures lors d'une prochaine épidémie? Donc voilà notre expérience en cas d'épidémie à grande échelle. Et bien entendu, nous n'avons pas tant d'expertise
que cela, nous sommes encore en train d'analyser les données afin de voir comment améliorer notre réaction en cas d'épidémie à venir. Merci de votre attention. Questions? Y a-t-il des questions? Merci beaucoup. Je suis pédiatre et je viens des Pays-Bas. Vous avez parlé d'un surdiagnostic. Vous avez parlé des résultats de PCR qui étaient peu élevés. J'ai vu les résultats d'une sous-analyse où il y avait 10% de PCR positifs, où on pensait qu'il y avait... Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Si vous êtes passé à côté d'un certain nombre de cas, quels sont les cas qui ont été les plus faciles à détecter? Si vous avez des PCR positifs, ou est-ce que c'était par sous-groupe ou des critères qui vous auraient permis de mieux identifier les cas positifs? Ces données n'ont pas été examinées, mais il est vrai que la définition de l'OMS était très large. Nous avons pensé que certains cas avaient été surdiagnostiqués alors qu'ils avaient une simple pharyngite bactérienne. Et parfois, il y avait un exsudat. Et peut-être qu'effectivement, on a surdiagnostiqué. Johan, je travaille sur le terrain et je suis pédiatre suédois. Merci beaucoup pour cet exposé. Si je me souviens, la diphtérie a des complications qui sont des problèmes de paralysie, des problèmes cardiaques. Est-ce que vous l'avez observé dans votre cohorte et est-ce que ça arrive plus tard et du coup, c'est pas dans les critères de l'OMS? Vous parlez des complications tardives de la diphtérie. Dans cet exposé, je me suis centrée uniquement sur les interventions en phase aiguë. Nous avons mené un suivi. Effectivement, certains patients sont décédés d'insuffisance rénale, de problèmes neurologiques et de myocardite, de cardiomyopathie, en fait, qui sont liés à une libération supplémentaire de bactéries. Les données exactes, je ne les ai pas. Je suis désolée, la question a été posée hors micro. Mais je pense que dans notre base de données, on doit avoir davantage d'informations. Effectivement, elles seront analysées. Merci. Nous sommes en retard. Hein. Donc, merci Béatrice. Il y a une ultime présentation. La dernière de la matinée. Je suis vraiment désolée pour ce gros retard. Soyez patients. Dernier exposé avant le déjeuner qui concerne les défis de la mise en œuvre de soins palliatifs néonataux à l'hôpital d'Om Salam au Yémen. Mohamed Mansour. Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Mansour, je suis pédiatre du Yémen. Je vais partager avec vous notre expérience, nos difficultés dans la mise en œuvre de soins palliatifs dans notre pays. Voici l'hôpital où nous travaillons, qui est un tout petit hôpital qui se trouve dans le gouvernorat d'Amran, pas très loin de la capitale, Sanaa. Notre unité néonatale est à un niveau intermédiaire de soins avec des incubateurs, la photothérapie, de l'oxygène à faible débit, des fluides et des antibiotiques.
Il n'y a pas de solution d'orientation pour un niveau supérieur de soins. Et vous avez quelques chiffres pour l'année 2018, avec environ 970 admissions au département de néonatologie. Et nous avons également 57% d'admissions qui viennent de l'extérieur, avec un taux de mortalité qui est élevé, 18,3%. Mais sur ces 18,3%, il y a un taux de quasiment 65% pour les bébés de moins de 1,5 kg qui sont des prématurés, et nous n'avons pas l'équipement pour la prise en charge de ces petits nourrissons. Voici la définition de l'OMS des soins palliatifs que vous connaissez certainement tous. L'idée principale des soins palliatifs étant de s'éloigner des soins curatifs pour adopter des soins de confort. L'objectif sur le terrain était donc de mettre en place ces soins palliatifs en s'adaptant au contexte, en tenant compte des aspects médicaux qui étaient bien entendu de soulager la douleur, la réanimation, etc. Je vais évoquer brièvement les barrières et les difficultés qui ont été identifiées sur le terrain. Le personnel médical n'accepte pas l'interruption des traitements curatifs, particulièrement les antibiotiques, les fluides en IV et l'oxygène. Il y a toujours l'incertitude du diagnostic et par conséquent du pronostic de la maladie, certainement en raison du manque d'équipements et de moyens dans notre pays de manière générale. Il n'y a pas suffisamment d'études menées dans notre pays. Autre point, c'est la perception des personnels de l'hôpital qui considèrent qu'il s'agit de négligence parce que, comme l'idée du soin palliatif n'est pas acceptée dans notre pays, ils ont l'impression qu'il s'agit de négligence et de mauvaises pratiques médicales. Les grandes difficultés sont liées également à la communication. Je pense que c'est le plus grand problème dans notre pays. Et en raison de ces difficultés de communication que j'évoquerai tout à l'heure, il faut savoir que dans notre hôpital, on n'a pas d'espace où il y a de l'intimité pour discuter avec la famille. Parfois, on est devant la porte avec d'autres membres de la famille dans le couloir et c'est très difficile pour les familles d'accepter cela. Et cela peut conduire à ces difficultés de communication avec la famille. Autre problème, c'est que la manière de présenter les soins palliatifs, les médecins n'utilisent pas des mots réconfortants pour la famille, pour décrire le cas et pour décrire ce que sont les soins palliatifs. Nous sommes également dans une situation critique, comme vous le savez. Il y a des parents qui sont parfois très jeunes et qui doivent se tourner vers un parent plus âgé pour leur demander conseil. Il y a aussi une absence de soutien psychologique, d'assistants sociaux pour ces familles, ce qui complique par ailleurs la communication. En outre, il y a la question de la sécurité dans notre pays, de ce conflit et des armes que l'on trouve partout. Et chaque personne peut porter jusqu'à 3 armes, sauf moi. Je n'ai pas d'armes sur moi.
Et nous travaillons dans une zone extrêmement dangereuse. Et donc tout le monde est armé, qui n'est pas une zone qui est en fait une zone de non-droit. Et nous travaillons aussi dans une zone extrêmement compliquée. Quant aux préoccupations de nature religieuse, je vais vous donner quelques exemples avec la dia suivante. Certains pensent que lorsque nous arrêtons l'oxygène, les fluides, nous ne soignons pas le patient et que l'on va tuer le patient. Et dans notre culture musulmane, c'est quelque chose d'interdit. Il est interdit de tuer. Et on a l'impression que le patient est en situation de péril. Les traitements à la priorité sur le confort du patient et il n'y a pas de cadre législatif dans notre pays. Quelques citations que j'ai repris ici, des propos qui ont été tenus par des médecins, des infirmiers et des membres des familles. On tue le patient. Autre exemple que j'ai entendu, c'est une mère qui m'a dit il y a le médecin qui a donné la vie à mon enfant et aujourd'hui mon enfant a grandi et c'est devenu un adulte. Une autre qui m'a dit nous croyons au miracle. Les espoirs des mères sont toujours là. Certains nous ont dit que c'était de l'euthanasie. Et ces propos sont là parce qu'effectivement, les diagnostics ne sont pas toujours clairs. On accepte la mort plus facilement pour une personne âgée que pour une personne jeune, bien entendu. Autre étape maintenant pour l'avenir, il va falloir partir à du personnel médical, des médecins, les former aussi le personnel, particulièrement le personnel infirmier. Et puis, nous allons également apporter un soutien psychologique et social aux familles. Et enfin, nous voulons ouvrir un dialogue avec les populations locales et les responsables religieux. Il y a beaucoup de complexité dans la mise en œuvre des soins palliatifs qui vont au-delà de la pratique médicale. Ces difficultés comprennent les aspects religieux, les traditions. Cela concerne aussi les attitudes des individus et le contexte juridique de notre pays, le contexte légal de notre pays. Merci. Merci, Mahmoud, pour cet exposé. Nous allons maintenant déjeuner. Je sais que vous avez tous faim. Je vous prie d'accepter mes excuses pour ce retard. Et pour aggraver la situation, nous allons vous demander de revenir dans 1 heure. Et je vais demander aux personnes suivantes, Sylvia Marquez, Fabricio Carucci et Angie Carrascal, avec Élise. Nous vous attendons. Voilà, je vous remercie et bon appétit.